7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Avec Louis Rigaudière qui nous parle de la nouvelle coqueluche des médias, qui est Gabriel Attal. Et oui, pour changer, Corentin, il est né le divin Attal, arrivé au poste de Premier ministre, qui, nous promettons, engagera les réformes les plus urgentes pour le pays dans une optique de dialogue et de consensus avec le Parlement et les Français. C'est vrai que derrière sa gueule d'ange, Gabriel Attal fait passer la propagande politique et médiatique beaucoup plus efficacement qu'Elisabeth Borne ou Jean Castex, il est clair. Mais ne vous laissez pas berner. Derrière cette apparence présentable et son talent oratoire, se cache un réel mépris pour ceux qui ne suivent pas correctement l'ordre établi, comme à l'époque du pass vaccinal où il avait sciemment repris l'insulte de Macron qui voulait emmerder les non-vaccinés. On va se parler franchement. Oui, bien sûr. C'est mieux. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français. Alors, ces propos avaient très légitimement choqué les téléspectateurs et des manifestations avaient été organisées pour les dénoncer. En revanche, sur les plateaux télé, pas d'indignation particulière, si ce n'est quelques agacements plus ou moins remarqués. Comme souvent à l'époque, les déclarations des ministres étaient assez peu contredites, de peur de contester la sacro-sainte politique sanitaire. Sauf sur CNews, où en 2022, notre chroniqueur Yvan Rioufol avait remis en place l'actuel Premier ministre à propos de l'absurde passe vaccinal. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est votre logique. On sait aujourd'hui que quelqu'un qui est vacciné peut contaminer et peut recevoir des contaminations. Et donc que le pass vaccinal, dans le fond, n'exclut pas les contaminations ni les contaminés. Et vous vous entêtez, malgré tout, à vouloir dire que ce pass vaccinal reste utile, alors qu'il ne l'est pas. Sinon, pour inciter des gens à se faire vacciner, vous dites qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais que sinon, ils seront exclus de certains lieux. Je trouve qu'il y a une incohérence. D'abord, il y a une dangerosité à faire une ségrégation sanitaire, parce qu'effectivement, ce problème n'a pas été posé. Et je pense que quand le président de la République non seulement dit qu'il va emmerder ceux-là, mais qu'il dit de ceux qui ne se font pas vacciner qu'ils sont des irresponsables, que les irresponsables ne sont pas des citoyens, on tombe dans une société qui est une société d'exclusion, qui est en contradiction avec les propos que vous tenez sur l'inclusion, la non-discrimination, etc. Vous faites exactement l'inverse de ce que vous dites. Si, vous excluez des gens qui sont des gens... Vous, j'ai le droit. Oui, bien sûr, vous avez le droit. Mais moi, je suis le porte-parole de ceux qui trouvent ahurissant cette contradiction permanente dans laquelle vous êtes et qui, en fait, s'explique par une sorte d'aveuglement sur une politique hygiéniste qui ne fonctionne plus. Donc je voudrais comprendre pourquoi est-ce que vous ne voulez pas admettre que ce passe vaccinal ne sert à rien. Bon, et puis si on peut tirer des bénéfices d'une loi sur la transparence de la vie publique, on ne va pas se gêner. Toujours sur CNews, on a pu en apprendre un peu plus sur le patrimoine très confortablement fourni de Gabriel Attal, qui touchera désormais un salaire lui aussi bien garni. Alors certains diront que c'est accessoire, mais je pense qu'il est important de montrer la différence de niveau de vie de ceux qui nous gouvernent, tout en nous insultant comme ils l'ont fait pendant le Covid. Notre nouveau Premier ministre possède un patrimoine plutôt confortable avec tout d'abord une assurance vie estimée à plus d'1,5 million d'euros. Côté immobilier, il ne possède pas d'appartement mais des parts dans une maison en SCI en Corse évaluée à 130 000 euros pour ses parts. Dans l'épargne, oui, parce qu'on a tout le détail, Gabriel Attal possédait fin juin un compte courant avec 1 271 euros, c'est précis, un livret A avec 181 euros seulement et un plan d'épargne logement un peu plus garni, un peu plus de 36 000 euros. Il a également un prêt en cours, 670 000 euros quand même à rembourser. Et puis enfin, il a déclaré qu'il possédait un scooter Vespa estimé à 1 000 euros. Comme ça, vous avez toutes les données. À Matignon, Gabriel Attal touchera désormais 15 900 euros bruts par mois. C'est la même somme que ce que touche d'ailleurs le président de la République. Ça peut permettre de s'y préparer, pourquoi pas. C'est quand même 5 000 euros de plus que ce qu'il gagnait en tant que ministre de l'Éducation nationale, dans tous les sens du terme. C'est donc bien une promotion. Voilà, alors pour en revenir aux médias, Gabriel Attal est déjà vu comme un homme d'action qui a déjà fait ses preuves, notamment au ministère de l'Éducation nationale, même s'il ne sera resté que 6 mois et même si la seule loi notable de son passage était l'interdiction de l'abaya. Mais c'est largement suffisant pour certains journalistes qui vont jusqu'à l'aduler, comme avec Christophe Barbier sur BFM, qui est peut-être allé un petit peu loin sur ce coup. Un dernier talent important,
C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Que pensez-vous, Robert Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella, à faire reculer le RN qui est largement favori lors de ces européennes? Et c'est aussi l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle est enceinte de Jésus. Hein. Donc, si vous le dites, je vous crois. Moi, là-dessus, je ne vais pas vous contredire. Bon, mis à part tout ça, qui a été nommé pour remplacer Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale? Amélie Oudéa-Castéra, l'actuelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques, qui approche d'ailleurs très dangereusement. Mais Amélie Oudéa-Castéra, ce n'est pas que ça. C'est également la nièce d'Alain Duhamel, éditorialiste sur BFM TV, qui lui-même est le frère de Patrice Duhamel, ancien directeur général de France Télévisions, qui lui-même est marié à Nathalie Saint-Cric, éditorialiste à France Télévisions, qui elle-même est la mère de Benjamin Duhamel, journaliste politique sur BFM TV. J'espère que vous me suivez. Tout ceci pour dire que ce petit milieu se fréquente et se connaît très bien. Ils mettent également généralement leurs enfants dans les mêmes écoles, tout aussi élitistes. C'est d'ailleurs le reproche que beaucoup d'opposants ont fait à la ministre, même si certains se sont un petit peu ridiculisés et auraient mieux fait de se taire. L'éducation nationale, c'est celle de la formation et de l'émancipation des jeunes, et ça ne peut pas être uniquement l'idée de se retrouver dans un entre-soi social avec des catégories uniquement les plus favorisées. Vous avez mis vous-même vos enfants dans le privé? Moi, mon fils passe son bac dans le lycée public cette année. Voilà. Et il n'était pas dans le privé plus jeune? Il est passé un petit peu dans le privé plus jeune. Vous aussi, vous êtes... oui, pour différentes raisons, voilà. Ouais. Oui, il est passé un petit peu. Un petit peu, voilà. Là, on entendait Jérôme Guedj, député socialiste. Et vous le savez, je termine souvent mes chroniques par un extrait géopolitique. Et ici, c'est France 2 qui nous a surpris en dressant le terrible bilan de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, et notre incroyable affaiblissement sur la scène internationale. Parfois on se rassure, puis parfois on s'inquiète. Et là, quand on se compare aux Américains, sincèrement, il y a des raisons de s'inquiéter. La croissance aux États-Unis, c'est 4,9% au troisième trimestre, contre 0,1% pour l'Union européenne. Par exemple, l'écart de PIB entre l'Europe et les États-Unis, c'est 80%. L'Europe, elle a décroché, Christine Lagarde. Un autre exemple qui peut peut-être parler aux gens qui nous regardent ce soir, quel est le lien entre la France et l'IDAO ? Eh ben, la richesse de la France, c'est celle du 48e État américain. On a l'impression que l'Europe a perdu cette bataille. Voilà, alors après ce beau malaise et ce beau silence et ce constat alarmant sur l'état actuel de notre pays, nous pouvons compter sur l'action de Gabriel Attal et son équipe de choc qui, pour l'heure, enchaînent les polémiques et révèlent un peu plus leur incompétence, mais restent malgré tout soutenus par les grands médias. Merci Louis Rigaudière pour cette chronique sur Gabriel Attal. Je crois on sait tout de Gabriel Attal là, depuis une semaine. On sait surtout le principal, c'est qu'il a été élu, parce qu'il est beau, parce que il a été nommé. Attention, pas élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Même si c'est l'élu pour certains journalistes. Oui, c'est ça. Mais c'est hallucinant. Christophe Barbier, là, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'il nous avait pas fait une sortie comme ça. Des petites logorées comme ça, mais on est un petit peu habitué avec Christophe Barbier. Mais c'est vrai qu'on aura exploré un petit peu toutes les facettes du personnage. Quoique, il y a des informations qui restent un petit peu discrète, comme son patrimoine qui est quand même très 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 élevé, ça c'est clair. Et puis également pour Amélie Oudéa-Castéra qui a des liens familiaux assez. Oui, alors je ne savais pas tout ça. Vous me l'avez appris en direct. C'est vérifiable, ça pour le coup. Elle est la cousine alors de Alain Duhamel si je me trompe pas, et voilà, qui lui-même est Patrice Duhamel. Et Alain Duhamel, son frère, et ensuite Nathalie Saint-Cric et le journaliste de BFM TV, Benjamin Duhamel, qui sont évidemment bien connus des Français parce qu'ils sont très souvent dans les grands médias. Et voilà, ça montre un petit peu la connivence entre médias et politique. Oui, et Duhamel-Barbier, c'est finalement exactement la même ligne qui domine. Oui, il y a des connivences au niveau des lignes, et puis évidemment, ça va également dans les mêmes boîtes, les mêmes écoles, et ça éduque les enfants de la même manière. C'est une caste un petit peu qui se protège. C'est pour ça qu'il y en a un qui a une écharpe et pas l'autre, c'est pour pas qu'on les confonde. Ça. Une écharpe rouge pour faire un peu de gauche, un peu dissident. C'est ça, non mais bon. Oui, tout à fait. Marie, vous avez quelque chose à dire? Oui, déjà bonjour à tous les auditeurs, puisque tout à l'heure j'ai pas voulu gêner Louis Rigaudière dans sa très bonne chronique. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour revenir à Amélie Oudéa-Castéra, vous avez raison de parler d'élite déconnectée, et puis il y a aussi des liens évidemment avec les grands patrons. Enfin, son mari était
PDG ou ancien PDG en tout cas de la Société Générale. Enfin voilà, c'est vraiment des élites déconnectées. Moi je vais quand même dire un mot de son passage à la Fédération française de tennis. Il y a une vidéo assez virale là qui circule et qui est extrêmement choquante. En fait, on voit notre actuel ministre, mais qui était à l'époque à la Fédération française de tennis et qui se plaint littéralement d'être mal payée pour son travail. Donc elle dit moi je suis pas bien payée, alors qu'elle était payée à l'époque, tenez-vous bien vraiment, 500 000 euros par an, c'est indécent. C'est incroyable. Nicolas Vidal, on avait fait une chronique dessus. C'est indécent, c'est près de 50 000 euros par mois, c'est même pas ce que les Français gagnent par an, enfin c'est vraiment indécent. Donc voilà, ça montre... Pour se justifier, elle disait qu'elle travaillait énormément jour et nuit et qu'elle n'avait plus aucune vie. Évidemment, mais aucune vacances. Aussi, et quand bien même elle ferait des heures sup, enfin bon. Bon, appelez le trésorier de Radio Courtoisie, là, faut qu'on discute maintenant, ça ne va plus. En plus, Rémi de Juste Milieu nous a appris ce matin. Qui était excellent d'ailleurs pendant la table ronde, qui est très très drôle, nous a appris aussi qu'elle était classée 250e en tennis alors qu'on l'a présentée comme une tenniswoman, je sais pas comment, une joueuse de tennis professionnelle. Alors que bon, 250e, on n'est pas professionnel, mais on peut penser que c'est pas terrible. Non, mais c'est vrai, en tout cas, elle commence très bien son ministère. Au bout de 24 heures, déjà une énorme polémique qui pourrait. D'une heure même. Au bout de quelques heures, qui pourrait l'amener à sa démission parce qu'il y a déjà des appels qui sont un petit peu dans tous les sens au niveau des syndicats, mais elle est non seulement à l'éducation nationale, mais également au sport, mais en même temps aux Jeux Olympiques. Comment ne pas gérer un ministère aussi important que l'éducation nationale à mi-temps? Mais vous avez raison de le dire, parce qu'en plus, la cause de l'école a été nommée parmi les causes prioritaires de ce nouveau, comment on appelle ça, 5 ans, je vais y arriver, quinquennat, c'est ça. Et donc, il est dilué, le ministère de l'Éducation nationale est dilué dans une espèce de gros machin qui est encore plus gros qu'un mammouth, dans lequel il y a 4 ministères en fait. Ce qui est indécent, c'est qu'en plus, il y a le ministère des Sports et des Jeux Olympiques. Enfin, cette année, quand même, cet été, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Et donc, elle a à la fois à la charge cet événement qui s'annonce vraiment très prometteur, plus l'éducation nationale qui est vraiment dans un état catastrophique. Et c'est vrai que c'est honteux. Ça montre la priorité du gouvernement, en l'occurrence. C'est les JO, la priorité de toute façon. Il n'y aura plus d'actualité à partir du 26 juillet, je pense. Vous allez voir, le monde va s'arrêter. Il n'y aura plus rien, plus de problème au Proche-Orient, plus en Ukraine, plus nulle part. Et puis nous, on sera partis en vacances. En plus, c'est ça. Donc, vous serez plus informés. On sera partis loin de Paris, je pense. Oui, tout à fait. Liselotte, vous avez quelque chose à rajouter? Non, très, très rapidement, mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a une accointance entre les médias et nos politiques. Malgré tout, on voit quand même que ces sujets font polémique, donc c'est que tout n'est pas perdu. Et alors, moi qui ai tendance à critiquer les réseaux sociaux, même si j'avoue, je suis moi aussi dessus, il faut reconnaître que ça a au moins le mérite de mettre en lumière certaines choses inavouables chez nos nouveaux ministres. Et donc, finalement, je ne suis pas si inquiète que ça quand je vois les relations entre Madame la ministre et la presse. Je sais qu'à mon avis, elle n'y échappera pas. Oui, pas du tout. Non, mais après, on dénonce les scandales, mais malheureusement, ça change très rarement quelque chose. Ouais, elle n'a pas l'air décidée à démissionner. Beaucoup l'appellent. On verra ça dans le prochain épisode. C'était dans la table ronde. C'est une série Netflix. Voilà, le prochain épisode très prochainement sur Ligne Droite. Merci Louis Rigaudier.